Oui, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bon, je vois effectivement que certaines personnes, c'est la première fois qu'elles sont au webinaire. En tous les cas, un grand coucou à elles. Et effectivement, c'était tout à fait normal. Je laisse toujours 2 minutes de disco désormais. Ça permet de vérifier le micro et ça permet de mettre un peu de chaleur et de bonne humeur dans ces réunions. En tout cas, j'essaye en tout cas de faire partager au plus haut point cette situation d'un certain confort pour vous. Parce qu'après tout, apprendre, ça ne signifie pas effectivement quelque chose de le faire dans la pénibilité. Au contraire, il faut avoir plaisir à apprendre. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Alors, aujourd'hui, eh bien, on le fait sur le thème de la holding, du pourquoi et du comment. Et donc, plutôt que d'avoir un discours purement empirique et théorique, ce que je vous propose, bien évidemment, c'est de comprendre pourquoi on le fait. Et puis après, avec des exemples chiffrés, de rentrer un petit peu plus dans le détail. Alors c'est aussi également l'occasion pour vous de pouvoir poser vos questions en live. Hein. J'essaierai d'y répondre bien évidemment. Et voilà, ça déroule aussi simple que cela. Non, il n'y a pas que des nouveaux, Mylène. Je suis tout à fait d'accord. J'ai reconnu quelques prénoms. Alors vous ne voyez que les prénoms. Moi, j'ai l'opportunité de voir le prénom et le nom. Et j'ai reconnu certaines personnes. Alors, pour ceux et celles en tout cas qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Patrick, je suis le cofondateur de Dux. Je suis également expert comptable et ce que je vous propose donc, c'est d'enchaîner maintenant sur l'intégralité des questions que vous allez vous poser sur les holdings. Et on va commencer tout de suite par la grande question. Mais au fait, c'est quoi une holding? À quoi, enfin, qu'est-ce que c'est dans un premier temps? Parce que on entend tout et n'importe quoi. Et vous allez voir finalement qu'une holding, c'est quelque chose de super simple. Alors déjà, le mot holding, hein, ça vient du verbe to hold, qui signifie en anglais détenir. En fait, c'est tout simplement une société qui détient une ou d'autres sociétés. Voilà, c'est uniquement que cela. Donc la holding, c'est une fonction. C'est pas la nature juridique. Il n'existe pas une société spécifiquement adaptée pour la holding. Une holding, ça peut être une SASU, une SAS, une URL, une SARL, ça peut être une société anonyme, ça peut être une SNC, société en nom collectif, ça peut être une société civile, pas société civile immobilière, société civile, et donc et ainsi de suite. Donc de façon très concrète, il n'y a pas une structure juridique mieux adaptée que d'autres, il y a simplement toute une configuration qui permet de donner une fonction qui est la fonction de holding. Et une holding, elle fait quoi? Eh bien, elle a un objectif d'animer, enfin, d'acquérir des sociétés et de pouvoir les animer. Et donc, en théorie, une holding n'a strictement rien à vendre vis-à-vis de l'extérieur. Elle a juste effectivement une seule fonction, c'est de détenir des sociétés et de les animer. En théorie, c'est cela. Pourquoi? Parce qu'en pratique, eh bien, vous allez voir que être une holding, ça peut être simplement votre société actuelle qui va détenir une société civile immobilière. Et donc le schéma que je vous fais voir là, c'est bien évidemment le schéma que tout le monde imagine. Et l'avantage de cette holding, par exemple, là on voit comme exemple qu'elle détient 4 sociétés, deux sociétés par action simplifiée, une SRL, une société civile immobilière. Et la première SAS, je ne sais pas, ça peut être par exemple un cordonnier. La deuxième peut être une société spécialisée dans le courtage. Et puis la SRL, ça peut être une poissonnerie. Vous voyez effectivement que de façon très concrète, on peut regrouper un ensemble d'activités qui n'ont rien à voir les unes avec les autres avec une politique interne qui est dans la holding. Voilà ce dont il s'agit très exactement. Et vous allez voir que on va rentrer au fur et à mesure, mais comme ça me permet effectivement de tordre le cou à des idées parfois préconçues qu'une holding, c'est une structure juridique. Non, non, c'est avant tout effectivement une fonction, comme je viens de vous le dire. Alors, une fois que l'on a dit défini ce qu'était une holding, et ben, l'autre question maintenant qu'on se pose et qui vient inévitablement, c'est pourquoi fait-on une holding? Pourquoi a-t-on besoin de créer une société holding? Alors, la première raison, celle qui vient mais naturellement sous le sens, c'est bien évidemment d'acquérir d'autres sociétés, c'est-à-dire d'acheter d'autres sociétés et de pouvoir les détenir. Ça, c'est véritablement
le premier grand point et on va voir tout à l'heure dans le détail pourquoi. Le second, auquel on pense un petit peu moins, mais dans lequel effectivement nous, nécessairement on y pense tout de suite, c'est que le fait de la taxation fiscale. La holding, c'est un formidable outil pour éviter de payer des impôts. Hein, parce que tout simplement, vous allez le voir, quand d'une société on passe de l'argent vers une autre, zéro impôt quand il s'agit de dividendes. Quand on cède une société et qu'on la détient depuis 2 ans ou 3 ans, ça dépend, zéro de plus-value quasiment, c'est des choses auxquelles effectivement on n'est pas tellement habitué en France de ne pas payer d'impôts et la holding permet ce genre de possibilités. Et puis le troisième, c'est le patrimoine foncier. Hein, souvent, on a tendance à dire bah, j'ai mon patrimoine privé, j'ai mon patrimoine professionnel, il ne faut pas qu'il y ait de lien. La réalité, vous comme moi, on est dirigeant et entre notre patrimoine et notre privé et notre patrimoine professionnel, l'un influe sur l'autre et vice-versa. On sait très bien effectivement, on n'est pas patron de chez Renault, on n'est pas patron de chez Peugeot, on est avant tout des entrepreneurs et en tant qu'entrepreneur, bah, il est normal que lorsqu'on travaille, eh bien ça puisse un peu profiter. Et donc le meilleur moyen effectivement d'éviter les taxations, encore une fois de plus, que l'argent aille dans votre patrimoine privé indirectement, eh bien, c'est passé par le biais de la holding et on verra tout à l'heure pourquoi. Et puis, le dernier qui se pose généralement quand on commence à dépasser la cinquantaine, c'est la transmission. Hein, je rappelle aujourd'hui, la transmission est quand même relativement taxée, surtout depuis le règne de Hollande, qui a fait tomber 150 000 à 100 000 euros et de 10 ans à 15 ans, si bien qu'aujourd'hui, on peut quand même moins transmettre, en tout cas pour des gens qui ont des patrimoines supérieurs à 1 million d'euros. Et là, de nouveau, la holding facilite sacrément les choses. Alors, ces points-là, on va pouvoir les voir au fur et à mesure. Et puis, on va commencer tout de suite par la première, le premier grand thème qui est le fait de l'acquisition de sociétés. En même temps, je disais, je pensais que c'était une question Olivier du cash flow. Excellent. Ça recyclait que ça détend du max sur la danse floor. Très, très bon. En tout cas, super comme jeu de mots. Alors, l'acquisition de société, on va commencer tout de suite. L'acquisition de société, en fait, voilà comment ça se présente. Donc, on suppose qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Monsieur Martin, là, le petit bonhomme qui est en haut, et puis il a envie d'acquérir une société. Alors, il acquiert pas le fonds de commerce, il acquiert les actions de la société par action simplifiée. Et donc, la question qui se pose, comment va-t-il faire pour pouvoir acquérir ses parts? Alors, il ne peut pas acheter directement les actions. Ce n'est pas possible. Alors, si ça vaut 10 euros, il va pouvoir y aller. Mais si ça vaut, par exemple, 100 000 ou 200 000 euros et que Monsieur Martin ait besoin d'acquérir ces titres, eh bien, il ne va pas pouvoir emprunter l'argent parce qu'il serait obligé que si lui, il emprunte à titre personnel, et bien dans ces cas-là, ce ne serait pas déductible sur son impôt sur le revenu. Et le pire de tout, c'est qu'il serait obligé après de se donner des salaires ou des dividendes pour pouvoir rembourser personnellement l'emprunt. Ça veut dire qu'il serait taxé sur de l'argent qu'il restitue. Vous imaginez un peu les dégâts, ce serait du grand n'importe quoi et on verra tout à l'heure justement en quoi ça consiste ce grand n'importe quoi. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va intercaler entre lui et la société la fameuse holding. Et là voilà. Alors j'ai noté en 3 points comment ça se passe de façon très concrète. La première, il va constituer la société holding. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est basique. Donc, il choisit, par exemple, s'il a envie, par exemple, je sais pas, si Monsieur Martin bénéficie de l'ARE, de l'aide au retour à l'emploi, par exemple, il va peut-être choisir plutôt la SS parce que ça lui permettra 2 choses. La première, c'est de se verser des dividendes pendant 2 ans, ce qui pourra compléter son ARE, ou éventuellement ne pas se rémunérer, ce qui lui évitera de payer des charges sociales, alors que s'il est en SARL, il devrait payer. Maintenant, si M. Martin ne bénéficie pas de l'ARE, que les dividendes, et on va voir tout à l'heure que c'est pas nécessairement toujours la meilleure des choses, il a envie de se constituer un revenu en tant que salaire sans avoir à payer beaucoup de charges sociales, peut-être qu'il choisira l'EURL ou la SARL. Vous voyez, toutes les possibilités sont faites. Et donc, c'est une constitution basique, il n'y a rien de spécial. Dans les statuts, il y a juste une chose que l'on fait, on décide, on le verra tout à l'heure,
si la société est dite active ou si elle est dite passive, et puis on lui donnera une activité dans les statuts de type animation et acquisition de filiales. Voilà, c'est ça en fait, globalement, ce qui fait la différence avec les autres sociétés, c'est qu'on prévoit un petit peu plus de choses dans les statuts, notamment au niveau de la gestion de la trésorerie, pour permettre de faire des conventions, etc., etc. Et puis, en ayant constitué cette holding, on va aller chercher de l'argent auprès de la banque pour dire coucou, monsieur le banquier, j'ai besoin d'argent pour pouvoir acquérir la SAS. Merci de vouloir bien m'emprunter. Alors, bon, dans les faits, bien évidemment, ça se passe pas tout à fait comme ça. L'argent n'arrive pas aussi rapidement. Enfin, pour tous ceux qui en ont fait l'expérience, ils savent très bien que c'est pas aussi facile. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne dans le principe. Et donc, la banque va envoyer de l'argent vers la société holding et avec cet argent, la holding va pouvoir acquérir l'ASS. Alors pour des questions pratiques, si j'étais dans cette notion telle quelle, je m'arrangerais pour que la holding soit nommée présidente de l'ASS pour des considérations fiscales. Hein. Mais voilà, ça, je pense que c'est un point qui est important. Alors, l'autre question, bon maintenant, ça y est, pouf, on a la holding, on a la SS, on a eu l'emprunt, et comment fait la société holding pour pouvoir rembourser l'emprunt? Parce que je rappelle par exemple, si on a fait l'acquisition vis-à-vis de la banque, eh bien c'est un emprunt sur 7 ans. Sur ces 7 années, effectivement, il va falloir que tous les mois, on puisse rembourser l'argent. Alors on peut toujours demander une franchise de 6 mois, histoire effectivement de lancer le tout, mais après très rapidement, il va falloir que l'argent monte. Alors, comment fait-on? Eh bien, c'est le schéma juste après. Donc là, on redécompose. Eh bien, la SAS, avec, je dirais, les bénéfices qu'elle va pouvoir faire, va remonter de l'argent dans un format de dividendes. Et grâce à ces dividendes, la holding et la trésorerie qu'elle va avoir va pouvoir rembourser tous les mois la banque. Alors, c'est un schéma qui est très traditionnel, techniquement pas trop complexe, hein, parce que c'est quelque chose qui se fait assez facilement. On n'est pas obligé simplement d'avoir des dividendes qui vont remonter dans la holding. La holding aussi peut envoyer des prestations, des coûts de prestations, ce qu'on appelle les management fees, pour pouvoir le faire. Alors Baptiste me pose une question pratique si la holding est fraîchement créée, la banque demanderait simplement un cautionnement de la personne physique. Baptiste, oui, alors c'est le principe même de la banque, c'est quand même de s'assurer un maximum de sécurité. Hein. Parfois, c'est vrai que ça ressemble un petit peu à ce qu'on appelle bretelle ceinture, ou ceinture bretelle dans ce sens-là plutôt. Mais je rappelle, généralement, quand vous faites un emprunt, la banque, elle, prend un cautionnement vis-à-vis de BPI, hein, qui est de 60% à peu près. Ces 60%, en fait, sont, vous les payez indirectement, hein, cette caution, puisque ça va se rajouter au coût. Généralement, il y a un nantissement du fonds de commerce ou des parts de la société également. Bon, malheureusement, quand la société va mal, la banque, elle ne peut pas faire grand-chose avec. Et puis, en règle générale, selon le projet, il est à peu près évident que, Baptiste, oui, la banque demandera à peu près à 60-70%, oui, le cautionnement. Par contre, vous pouvez le refuser. Et après, certainement, peuvent aussi accepter. Bruno, distribution de dividendes, mouvement possible sur l'Assemblée générale. Alors, la question, effectivement, de la remontée de l'argent vers la société holding, oui, ça se passe uniquement que par Assemblée générale, mais cette Assemblée générale, c'est pas uniquement une fois par an. Alors, traditionnellement, il y a l'Assemblée générale dite d'approbation des comptes, hein, qui se fait dans les 6 mois de la clôture de l'exercice, mais rien ne vous interdit, après avoir acquis la société, de faire le lendemain une assemblée générale pour remonter. D'ailleurs, souvent, ce que l'on fait, c'est que quand il manque un petit peu d'argent qui se trouve au sein de la SAS, on s'arrange en tous les cas pour faire, non pas un crédit vendeur, mais ça y ressemble un petit peu, en tout cas que l'argent soit un petit peu plus donné que 2 ou 3 jours après, et que l'Assemblée générale décide expressément d'une remontée d'argent qui remonte immédiatement dans la holding. Donc les assemblées générales, vous pouvez les faire tous les jours si vous avez envie. Alors bon, bien évidemment, c'est schématique ce que je dis, mais c'est quelque chose qui se fait sans difficulté. Alors, Bruno, est-ce que du coup ça rentre dans les bénéfices de la holding? Oui, tout à fait, Bruno. Ça rentre dans les bénéfices, on appelle ça donc des dividendes, mais, Bruno,
Ces dividendes ne sont pas taxés. Ça, je crois que c'est très important. Par exemple, si vous remontez 100 000 euros de la SAS vers la société holding dans le cadre de dividendes, la holding payera au final, et c'est même pas sûr, 750 euros d'impôt sur les sociétés. Je crois que tout le monde s'ignorait pour dire 100 000 de bénéfices, 750 euros. Alors c'est ce qu'on appelle l'amendement Copé, hein, pour les intimes, de l'ancien nom d'un ministre des Finances d'une certaine époque, et c'est quelque chose qui est très connu. C'est le régime des sociétés mères et filles que l'on reconnaît partout, dans tous les pays de l'OCDE, enfin suffisamment développé en tout cas, pour comprendre ce genre de choses qu'il ne faut pas taxer deux fois. Et donc de façon très concrète, là-dessus, il n'y a pas de difficulté. Et même, et on verra tout à l'heure, il y a eu même des aménagements qui visent à améliorer. Et si vous voulez payer zéro, dans ces cas-là, vous faites ce qu'on appelle un système d'intégration fiscale que je ne conseille pas nécessairement parce que c'est un peu complexe à manier. Gauthier qui me pose une question, la dette senior doit-elle être remboursée mensuellement ou peut-elle être remboursée annuellement? Alors de façon très concrète, Gauthier, c'est une question de voir avec la banque. Moi, personnellement, des dossiers avec une franchise d'1 an ou des dossiers où on rembourse annuellement, j'en ai vu plusieurs. Mais ça devient de plus en plus complexe à trouver parce que pendant 1 an, la banque, effectivement, doit faire, elle n'a pas ce remboursement mensuel. Je sais que ça existe, je l'ai vu, j'en ai même monté personnellement de cette typologie de remboursement pour des prévisionnels, mais comme je le disais, c'est extrêmement rare. Quel différé de remboursement peut-on négocier avec la banque? Alors, 3 mois, c'est d'office. Ça, je pense que là-dessus, je crois qu'aucune banque ne refusera. 6 mois, c'est presque acquis, presque, hein, c'est-à-dire que là, on est plutôt. Et par contre, des différés d'1 an, c'est encore une fois plus extrêmement rare. Ça existe, bien évidemment, mais c'est extrêmement rare. Mais ça se trouve. Donc voilà sur le schéma du montage tel qu'il peut exister, c'est le plus traditionnel. Donc c'est pour cette première raison qu'on crée une holding. J'aurais tendance à dire que c'est pas lié à une fantaisie ou quoi que ce soit, c'est quasiment une obligation. Là, c'est pas une question philosophique. Si vous voulez acheter une société, vous montez une holding. Point barre. Il n'y a pas d'autre possibilité quand vous rachetez une société qui a une valeur bien évidemment supérieure à 10 000 euros. Hein. Si c'est à 10 000 euros, à la limite, vous sortez votre argent, pas besoin de faire une holding, quoique, et on va voir tout à l'heure, et enfin, on va le voir même tout de suite, la deuxième raison. Alors, la deuxième raison pour laquelle on crée une holding, ce sont les impôts. Alors, avec Bruno, j'ai un petit peu vendu la mèche quand même, et vous allez vite comprendre pourquoi. Pourquoi? Parce qu'il y a deux avantages. Le premier avantage, c'est les dividendes et l'impôt sur les sociétés. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand une holding envoie une facture vers la SAS, je dis bien une facture. Par exemple, Monsieur Martin se rémunère dans la société holding, par exemple, on suppose cette fois-ci, je ne sais pas qu'il a fait une SARL, une SASU, mais peu importe, il y a la holding. Il est rémunéré à l'intérieur de la holding, et lui, il dit, en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est la holding qui parle à l'autre. Hein. Bon, j'avoue que c'est un peu de la fantaisie, mais on est bientôt dans cette fin de semaine de travail, donc laissons-nous aller un peu à une dérive. Et donc, la holding va dire à sa filiale, écoute, je t'envoie un élément de choix, c'est le dirigeant, il s'appelle Monsieur Martin, et lui, il va bosser techniquement pour toi, mais bien évidemment, comme toute peine mérite salaire, sois gentil, paye-moi la facture. Eh bien, c'est la fameuse prestation de service. Et dans ces cas-là, la holding qui va envoyer une facture au sein de la SAS, eh bien, pour la SAS, elle va donner l'argent. Ce sera déductible de sa base d'impôt sur les sociétés. Et pour la holding, bien évidemment, ce sera par contre imposable. Mais avec ce truchement-là, on peut bénéficier du coup d'un bénéfice à peu près de 7 000 euros. Pourquoi je dis 7 000 euros? Parce que tout simplement, dans la holding, jusqu'à 38 120 euros de bénéfice, on sera taxé à 15%, et dans la SAS, on sera taxé à 15% jusqu'à 38 120. Or, si la holding n'existait pas, eh bien, on n'aurait qu'une seule fois le plafond de 38 120. Alors, je vous la fais en simple, 38 120 multiplié par 28 moins 15%, c'est-à-dire les 13% de différence entre les deux taux, ça fait approximativement 6-7 000 euros. Donc, de façon très concrète, avec ce montage-là, rien que ça, déjà, on économise 6-7 000 euros. Et puis, la deuxième
grand avantage d'un point de vue fiscal, c'est la remontée de dividendes où la SAS ayant déjà payé son impôt sur les sociétés, je rappelle, les dividendes se donnent après le passage à l'IS, c'est-à-dire sur un résultat net, et bien dans ces cas-là, on remonte gratuitement quasiment l'argent. Alors je prenais comme exemple les 100 000 euros qu'on remonte de la SAS vers la holding. 100 000, on va être imposé à hauteur de 5% exclusivement, c'est-à-dire 5 000 euros. Pourquoi? Parce que sur ces 5 000, c'est la quote-part de 5%, et je retaxe à 15%, et donc ça fait 750 euros. Donc, de la SAS qui remonte vers la société holding, c'est 750 euros d'impôt sur les sociétés tous les 100 000 euros de dividendes. Baptiste, la holding est à l'IR dans votre exemple? Non, elle est un impôt sur les sociétés. Je l'ai pris à l'IS, effectivement, je l'ai pris à l'impôt sur les sociétés. Et pourquoi j'ai fait une soustraction à 28? Parce que 28%, c'est le taux normal de l'impôt sur les sociétés, alors que 15%, c'est le taux réduit. Et donc, pour revenir à mon exemple, si je n'avais qu'une seule société, je ne bénéficierais que d'une seule fois du taux d'IS à 15% sur 38 120 euros. Alors que si je remonte une partie de mon bénéfice de la SAS vers la holding via les prestations que j'ai pu réaliser, eh bien, dans ces cas-là, je bénéficierai de 2 fois dans mon groupe du taux d'IS à 15%. Voilà la raison, Baptiste. Et effectivement, j'aurais dû commencer par là. Et la holding est bien un impôt sur les sociétés. Super. Alors, ça, c'est le deuxième avantage. Alors, oui, Bruno, oui, le fisc contrôle les prestations. Bien évidemment, quand vous avez l'administration fiscale qui débarque chez vous, chaque montage qui est un tant soit peu défiscalisant est revu par l'administration. Et il est clair qu'il ne faut pas, il y a, si vous voulez, exactement 18 faisceaux, très exactement 18, vous imaginez, qui permettent d'avoir quelque chose qui soit irréprochable. Dans la réalité, ça ne peut pas être possible, mais il y a des astuces. La première, par exemple, en fait, ce que l'administration fiscale aime, il faut comprendre une chose. C'est que, en fait, il y a eu pendant plusieurs années Amazon et compagnie qui ont roublardé, n'ayons pas peur des mots, l'administration fiscale française. Et pourtant, l'administration, c'est un petit peu musclé, et un petit peu comme des chasseurs qui n'auraient pas pu choper du gibier, et ils risquent effectivement d'aller chez le boucher pour ramener une pièce de veau ou je ne sais quoi. Et là, c'est exactement la même chose, sauf que là, ils peuvent pas passer par boucher, donc ils se vengent indirectement sur les types de sociétés. Donc, sur les sociétés dites avec des montages de holding, il faut faire très attention. Alors, il faut faire attention à quoi? La première, il faut que la prestation, naturellement, soit une prestation de service et non pas une prestation de gestion. Parce que je rappelle, dans une SAS, en théorie, il y a un président. Donc, on ne paye pas une holding pour aller donner effectivement des points. Donc, il faut que les prestations soient techniques avant tout. L'autre astuce, c'est que la SAS, elle a un président, mais le président peut être une présidente, c'est-à-dire une société, personne morale. Et donc là, en l'occurrence, si j'avais un conseil à donner, c'est que la holding puisse être nommée présidente de la SAS, si bien que déjà, au niveau des prestations, elle serait beaucoup plus libre pour facturer. Et puis le troisième, je ne vais pas énoncer les 17, bien évidemment, c'est avant tout que la prestation, elle soit normale. Normale, ça veut dire que tout simplement, si je fais une prestation que je peux acheter dans le commerce à 500 euros la journée, il ne va pas falloir que je la vende 3 000 euros. En fait, il faut considérer la holding comme si c'était une société étrangère l'une à l'autre et que le coût de la prestation soit celui qu'on peut trouver à l'extérieur. Donc, si vous avez quelque chose qui est documenté, c'est-à-dire avec des prestations qui ont été effectuées, des prestations dont le prix est normal, vous n'avez rien à craindre en la matière. Baptiste, écoute aussi ce webinaire, attention, oui, mais ils peuvent, hein, moi je n'ai aucun souci dessus. Bon, avec l'administration fiscale, c'est des gens qui sont très compétents, c'est très bien ce qu'ils font, et on a exactement la même littérature, en plus d'un point de vue fiscalité. Bruno, président, ça coûte combien normalement? Alors, un président, alors ça, il y a deux écoles, effectivement. Un président,
ça va de zéro dans l'absolu. Ça, l'administration fiscale accepte que le président soit à zéro, s'il n'y a pas de souci. L'administration fiscale n'admet pas que les sommes soient trop importantes. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a une situation qui dégénère, du coup, la somme peut être refusée d'un point de vue, cette fois, holding, carrément, au niveau de la charge. Par contre, un président, c'est pas combien ça coûte, c'est quel serait le coût que vous attribueriez pour pouvoir faire ce genre de choses. Quel serait le prix? Aujourd'hui, si vous voulez, pour faire ultra simple, si vous prenez un cadre supérieur, puisqu'un président est un cadre supérieur, je rappelle, au sein d'une société, une prestation qui serait basée, par exemple, sur une fiche de paye à 50, 60 000 euros à l'année, ce qui nous fait du 100 000 ou 120 000 avec une marge quand même dessus, moi je ne serais pas choqué. C'est-à-dire qu'une holding, quelque chose qui marche bien, qu'on soit bien d'accord, hein, on ne va pas parler de société, mais quelque chose qui pourrait facturer 8 à 10 000 euros ou 12 000 euros par mois, il n'y aurait rien d'étonnant. On a vu davantage parce que parfois les gens peuvent se vendre davantage. Donc il faut toujours qu'il y ait un lien entre les deux, cette capacité de la SAS à pouvoir absorber bien évidemment cette charge et sa capacité aussi à accepter le prix tel qu'il vient parce que c'est paraît normal. Alors, prestation, Eric, toute taxation des dividendes payés par l'holding à Monsieur Martin. Là, par contre, on est pile poil dans la même situation que d'habitude, c'est-à-dire que si c'est une SAS, vous aurez le choix entre une flat tax à 30%, soit la CSG-CRDS à 17,2 et l'imposition à l'impôt sur le revenu avec un abattement de 40%. Donc ça ne change rien si vous êtes en SAS. Si vous êtes en SRL, bon là, il y a d'autres problèmes. Vous savez que c'est limité très exactement à 10% du montant du capital avec les comptes courants, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais vous allez voir, il y a des choses encore plus rusées à faire. On le verra tout à l'heure. Taux de taxation, donc ça j'ai parlé. Robert, prestations techniques identiques à la SS ou SRL achetée? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. On peut très bien, H. Robert, alors je ne sais pas quel est votre prénom, on peut se trouver très exactement dans une situation où la prestation technique, vous pouvez très bien, par exemple, c'est ce qu'on trouve parfois dans les holdings, monsieur qui achète, madame vient travailler, par exemple, elle a des talents de graphiste ou autre chose, et elle va vendre des prestations de graphiste auprès de la SAS à l'intérieur. D'ailleurs, c'est assez rusé sur cette typologie, puisque à l'intérieur, vous allez pouvoir créer de l'épargne salariale, un certain nombre de choses. Tout à l'heure, on pourra en parler tout à l'heure si vous voulez. Donc, de façon très concrète, on n'est pas nécessairement pile poil dans la même prestation. Gauthier, pourquoi parlez-vous très souvent de SAS et assez peu du format SCRL? Alors, la SCRL, c'est fantastique. Je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, j'ai un webinar qui est dessus sur la SAS par rapport à la SCRL. Il y a à boire et à manger, mais de façon très concrète. Quelqu'un qui va, je vais faire super simple. Quelqu'un qui gagne très bien sa vie aura tendance à être plutôt en SCRL parce que ça va lui coûter beaucoup moins cher. 100 euros de revenus nets en SCRL, ça coûte 46 euros de charges sociales contre 87, j'ai bien dit 87, c'est-à-dire quasiment le double, au niveau des SAS. Bien évidemment, ce ne sont pas les mêmes types de prestations sociales. Il y a un avantage plutôt pour les dividendes, et puis en fonction. Et c'est pour ça que moi, souvent, je préconise les 2 premières années d'être en SAS, parce que ça permet de ne pas payer de charges sociales si on ne se rémunère pas. Ça permet de rester dans le monde de la sécurité sociale. Ça permet de compléter par des dividendes. Ça permet de garder la RE. Et ensuite, au bout de 2 ans, de se poser la question si on passe en SRL ou pas. Tout dépend de son état de santé, ça dépend de plein de choses. Donc Gauthier, qu'on soit bien d'accord, je ne suis pas un pro SAS, je le prends parce que c'est dans sa simplicité. Et là, dans la filiale, là par contre, je ne peux que vous conseiller la SAS pour une seule raison, c'est que ça vous évitera d'avoir, premièrement, vous pourrez nommer la holding comme président d'une SAS, alors que si c'est une SRL, un gérant ne peut pas être une personne morale. Ça, c'est le premier point. Deuxième, ça facilite la vie en termes effectivement de statut. Par contre, pour la holding, là, c'est open bar et ça dépend effectivement des situations. En plus, il y a un truc assez extraordinaire qui est arrivé. Alors, je ne devrais pas le dire parce que je suis commissaire aux comptes et en théorie, je devrais pleurer, mais de façon concrète, il n'y a plus de commissaire aux comptes entre les sociétés holding et les SAS lorsqu'on ne dépasse pas des très gros seuils, parce que tout simplement, désormais, on a cette possibilité de pouvoir
nommer deux SAS, l'une au-dessus de l'autre ou une SAS, sans avoir besoin de nommer le commissaire aux comptes. Donc là, maintenant, c'est open bar. Franchement, si vous avez cette possibilité, n'hésitez pas, en tous les cas, à ce que votre filiale reste une SAS. Là, franchement, là, ça vaut le coup. D'autant plus quand il faut la racheter, les coûts d'enregistrement sont diminués par, je sais même pas par combien, enfin bref, avant c'était 5%, et là c'est 1,5 pour 1000. Donc c'est tellement ridiculement bas qu'il ne faut pas hésiter effectivement à prendre plutôt le choix de la SAS. Alors, j'étais dessus sur la partie du premier avantage fiscal. On va parler maintenant du deuxième avantage, qui est la cession de la filiale. Parce que un jour, la holding, par exemple, là on a une holding, elle a une SAS, et donc de façon très concrète, elle veut se débarrasser, elle veut la vendre, d'accord? Alors, de façon très concrète, si vous détenez, vous, à titre personnel, une société que vous vendez, vous serez taxé à 30% dessus. C'est la flat tax ou la fameuse CSG, CRDS, etc. Mais généralement, quand on vend, on monte dans les tours d'un point de vue imposition, et la flat tax est là pour essayer de raisonner un peu la situation, c'est-à-dire que vous touchez 100, mais dans la réalité, il y en a 100 qui partent, et il y en a 70 qui tombent dans votre poche, et il y en a 30 qui partent directement dans les taxes, dans les poches de Bercy. Alors, je dis pas que c'est bien, c'est mal, je dis c'est juste un constat, c'est tout. Et donc, de façon très concrète, là, il y a une astuce qui permet de la holding, eh bien, que on vend la société, l'argent va arriver directement dans la société, mais on ne sera pas imposable dans la société holding ou tellement peu. Alors, j'ai pris un exemple, la dernière fois, là, je l'ai en tête, donc là-dessus, pas de souci. On suppose effectivement qu'on a créé une société, une filiale, pour, allez, 100 000 euros, d'accord? Et on la revend 1 100 000 euros. C'est-à-dire qu'on fait 1 million d'euros de bénéfices. 1 million d'euros, d'accord? Donc, c'est pas une petite paille. Eh bien, dans cet exemple, alors je vous fais grâce des calculs, 38 120, etc., ça fait payer 9 044 euros d'impôts. J'ai bien dit 9 044. En plus, l'avantage, ce qui est terrible, c'est que si vous passez par exemple par quelqu'un pour vous aider à vendre vos parts, eh bien, si c'est vos parts à vous, eh bien, sa note ne pourra pas être déductible puisque les frais qui concourent à la cession des parts pour un individu ne sont pas déductibles. Alors que dans le holding, ça viendra en moins de la base imposable. Ça veut dire, donc je répète, 1 million d'euros de plus-value égale 9 044 euros d'impôt sur les sociétés. Je retourne, c'est-à-dire même pas mal, entre parenthèses. Alors, ça ne veut pas dire que l'argent est dans votre poche, hein, qu'on soit tout à fait d'accord. Il est juste dans la société holding, et à partir de là, vous allez pouvoir l'utiliser. Et on va revenir, on va passer maintenant à la troisième partie, qui est que comment augmenter son patrimoine. Vous allez voir, c'est graduel et on arrive. Alors, à ce stade, si vous voulez, de l'augmentation de son patrimoine, on se pose moins la question si c'est professionnel ou personnel. Et en fait, vous allez voir qu'il y a une espèce d'intimité entre les deux et la frontière devient plus ou moins floue. En tout cas, ce qui est sûr et certain à peu près, c'est que quand vous montez une holding, c'est quasiment pour la vie. J'aurais même tendance à dire c'est pour plusieurs vies. Pour la petite histoire, mon premier client que j'ai eu quand j'ai débuté, que j'étais jeune collaborateur avant d'être expert comptable, eh bien, il est à sa troisième génération de suivi dans des sociétés. C'est une société civile que son grand-père avait créée, et donc 1, 2, 3, et lui, il est en train de transmettre à la quatrième génération. Et rien n'a été touché. Donc vous voyez que quand on augmente son patrimoine, en fait, c'est soit pour soi, on peut le faire également, vous allez vite vous apercevoir qu'il ne faut pas détricoter, il faut rester comme ça, et puis il faut transmettre tel quel. Alors, on arrive, alors, juste avant, je vais vous faire comprendre une chose. Souvent, quand on a de l'argent, on ne se pose jamais la question de combien ça m'a coûté. Parce que cet argent, en fait, il n'est pas gratuitement. Il a toujours coûté de l'argent à quelqu'un. Alors, quand on est dirigeant, on sait très bien à qui ça a coûté, c'est à vous, c'est aussi bête que ça. Alors, en tout cas, c'est jamais au bénéfice, c'est jamais à votre bénéfice en la matière. Et donc, j'ai supposé une situation où 100 euros entre parenthèses, de chiffres qui arrivent dans la 100 euros qui arrivent dans la SAS, ça c'est votre société,
on va faire en 2 temps, hein, 100 € qui arrivent dans votre société et ces 100 €, on suppose que vous les voulez, vous. Eh bien, de façon très concrète, ça coûte à la société 38 € de charges sociales après économie d'impôt société. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, quand vous vous donnez un salaire, vous générez des charges patronales, vous générez des revenus salariales et vous générez également une économie d'impôt sur les sociétés. C'est-à-dire que plus vous allez avoir de charges, moins votre impôt sur les sociétés sera élevé. Et donc, pour 100 € qui vont être donnés, on va essayer de le faire passer à M. Martin, il n'y a que 62 € qui iront vers M. Martin, puisque les 38 € seront partis vers d'autres caisses, enfin, notamment les caisses de l'État et les caisses des organismes sociaux. Et sur ces 62 €, quand vous allez payer votre impôt sur le revenu, eh bien, il vous en restera que 53. Donc, si je simplifie, 100 € qui arrivent dans la société, en supposant effectivement qu'on a payé en plus les marges de TVA, tout bazar, hein, c'est 100 €, vous n'en avez que la moitié, que 53 €. Et 53 €, on suppose que M. Martin va les mettre dans une société civile immobilière. Il aurait pu l'acheter en direct, peu importe, mais je suppose que ce soit le cas. Et donc là, vous voyez que vous avez une déperdition qui est terrible. Deuxième situation, on change complètement de situation. Et là, on suppose qu'il y a 100 € qui arrivent dans la holding ou dans la SA, peu importe. Et alors, comme je ne me donne pas de salaire, je n'ai pas d'économie d'impôt sur le société. On dit qu'il y a 15 € qui partent en IAS, comme ça on a quelque chose qui est super propre, et ça tombe 85 € en société civile immobilière, donc 185. Alors, Antoine qui me dit qu'il y a un coût, oui, tout à fait, vous avez tout à fait raison, la holding a un coût. Alors, je vais parler pour Doux. Si vous êtes chez Doux, 150 € la création de la holding, on verra tout à l'heure, 69 € par mois. Voilà ce dont il s'agit. Il n'y a pas d'autre coût, si ce n'est qu'au bout de 2 ans, une CFE qui va coûter 100 à 200 €. Donc voilà, c'est à peu près les seuls coûts que vous pouvez avoir. Mais on va continuer. Et donc, de la holding vers la société civile immobilière, il y a 85 € qui tombent. Et donc, de façon très concrète, j'ai pris une hypothèse de quelqu'un qui aurait besoin de 100 000 € d'apport, c'est-à-dire qu'il a besoin de 100 000. Alors ça peut être 100 000 € d'apport, ça peut être 0 d'apport, mais au fur et à mesure, il faut rembourser des emprunts, et donc en supposant 100 000. Dans le premier cas, il faudra, s'il n'y a pas de holding, 189 000 € pour avoir 100 000 €. 189 000 €. Alors que dans le second, on tombe à 117 000 €. Et là, j'ai pris une situation qui ne creuse pas trop d'écart. Enfin, déjà, l'écart est déjà gigantesque en tant que tel. Là-dessus, on est bien d'accord. Ça fait très exactement 72 000 € de différence, c'est-à-dire 40% d'économie. Mais si je prends des personnes, notamment, qui commencent à être taxées avec des tranches marginales au-delà de 15%, c'est pas très difficile de le faire. Dans ces cas-là, on risque de se retrouver dans des situations où on aura des écarts encore plus importants. Et là, je ne vous ai pas tout dit, parce qu'il y existe aussi des moyens de remonter du déficit fiscal dans la société holding, ce qui la creuse. Et on arrive parfois, je l'ai déjà vu et calculé, des situations où on a un bien acheté en direct contre 2,8 très exactement pour le même coût. Eric qui me dit, est-ce que le taux d'IS à 28%, c'est la même chose? Si le taux d'IS, alors, si le taux d'IS est à 28%, ça va pas être tout à fait la même chose, puisque ici, on aura une économie qui sera un petit peu plus importante. Par contre, les charges sociales, tout ce qui va aller exactement pareil. Et ici, on aura un peu. Mais on restera toujours exactement à peu près dans les mêmes proportions, puisque ce que j'aurais économisé de l'autre et pas, on va retrouver toujours à peu près les mêmes choses. On reste kiff-kiff, en tous les cas, dans une situation où ça se fait. Et puis, là, j'ai marqué le cas où on se retrouve dans cette situation, mais on peut même générer des charges de la holding vers la société civile. Enfin, on peut imaginer en tout cas un certain nombre de choses. Et tout à l'heure, quand je vous disais, on peut très bien aussi remonter du déficit fiscal de la SCI vers la société holding, ce qui en soi n'est pas très difficile à faire, ce qui va plomber, l'impôt sur les sociétés de la holding. Donc il y a même d'autres façons d'agir. Alors, j'étais dessus,
Je vais passer maintenant à un autre cap, celui de la transmission. On va aller un petit peu plus vite dessus. Et donc, ce que je disais, c'est que les transmissions, parfois même, des personnes qui n'ont jamais été entrepreneurs de la vie créent des sociétés simplement pour pouvoir transmettre le patrimoine auprès de leurs enfants. Souvent, dans le cas, on voit Monsieur Martin, on suppose qu'il a vieilli ou pas, hein, peu importe, d'ailleurs on peut transmettre à tout âge, et il détient 100% et il veut toucher les dividendes. Eh bien, c'est tout à fait faisable parce que on peut très bien s'arranger pour que les enfants, donc là c'est des petits Monsieur Martin, euh, aient ce qu'on appelle la détention de la nue propriété et que Monsieur Martin, lui, conserve l'usufruit. En quelques termes, imaginez en fait un pommier, d'accord, qui vous appartient. Vous avez le pommier, tous les ans vous mangez des pommes. Et bien là, dans cette situation, vous imaginez que vous donniez en fait le droit de propriété du pommier à vos enfants, mais c'est vous qui continuez à croquer la pomme. Vous voyez? Et donc, ça permet en fait de ce qu'on appelle des démembrements de démembrement des actions. Ça permet de filer la nue propriété aux enfants, de conserver l'usufruit. C'est un moyen de donner quasiment le double de valeur en nue propriété. Et donc, de façon très concrète, le jour où la personne vient à décéder, l'usufruit revient naturellement au nu propriétaire. Alors, bien évidemment, je vous le dis de façon très simple, c'est un petit peu plus compliqué dans les termes, il faut faire des évaluations de la société, il faut faire attention à deux, trois choses, il y a même des montages qui arrivent à se faire qui sont assez audacieux, il faut tomber sur un bon notaire, puisqu'il n'y a que par le notaire que l'on peut démembrer les actions d'une SARL et d'une société civile immobilière. Et donc, de façon, une SS, je crois qu'avec un avocat, je crois que c'est tout à fait faisable. Mais quoi qu'il arrive, en tous les cas, c'est des sujets sur lesquels il faut réfléchir. Il n'a pas de fille, Monsieur Martin. Alors oui, j'ai pas trouvé, excusez-moi, de fille qui ressemblait à Monsieur Martin sur les petits points. Isabelle, vous avez tout à fait raison. C'est pas une question de machisme qu'on soit tout à fait d'accord. Il n'a pas eu de chance d'avoir de filles. Il a que trois garçons. Il n'a pas de fille. C'est désolé pour lui. Alors, de façon, je rechercherai mieux la prochaine fois, Isabelle. En tout cas, si vous en avez un, n'hésitez pas à me l'envoyer. Je le garderai. Alors. L'autre question, maintenant, on va changer de volet. Euh, on va changer de volet et on va prendre cette situation de comment maintenant créer une holding. Alors, pour créer une holding, il y a deux façons. Il y a deux façons. La première, ben, c'est tout simplement de débuter tout de suite, ce qui est très rare. Hein, c'est-à-dire que on suppose, on crée d'abord la holding et pouf, on crée la SAS derrière. Bon, ça c'est très rare. Pourquoi? Parce que il est rare, si vous voulez, d'avoir tout de suite, quand on crée une société, de savoir que tout va bien matcher, que tout va bien aller. Et pour rejoindre l'un des participants qui me dit, Gauthier, je crois, hein, qu'il y avait un coût au niveau de la holding. Oui, il y a un coût. Et dans ces cas-là, quand on démarre, moi-même, je suis pas toujours très partisan. Par exemple, à titre personnel, j'ai créé ma holding que 4 ans ou 5 ans après avoir débuté ma première société. Parce que tout simplement, j'avais d'autres chats fouettés, j'avais d'autres choses à faire, puis je m'étais organisé un peu différemment. Et en tout cas, ce qui est sûr et certain, en tout cas, c'est que c'est pas une nécessité tout de suite de se lancer comme cela, parce que tout simplement, il y a la possibilité de la deuxième façon. Et la deuxième façon, c'est que on suppose toujours Monsieur Martin détient cette SES, et puis au bout d'un certain temps, qui peut aller de un mois à 20 ans, 30 ans, enfin j'exagère un petit peu dans ce que je dis, mais pourquoi pas en tous les cas, eh bien il va décider de créer une holding. Et pour pouvoir créer sa holding, en fait, c'est relativement simple, enfin simple, la façon de le dire en tous les cas, il va en fait déterminer une valeur de sa société et il va dire à la nouvelle holding, écoute, voilà, moi je t'apporte ces titres, ils valent 500 000 euros par exemple, et voilà, tu les as, je te les donne. Et en te les donnant, bah, toi, tu vas me donner en contrepartie tes titres. Et c'est pour ça que la troisième phase, Monsieur Martin, après avoir donné ses titres de sa SAS à la société holding, lui va recevoir en contrepartie les titres de la holding. Voilà comment on fait ce qu'on appelle un apport des titres. Alors, c'est un petit peu plus compliqué. Pourquoi? Pas parce que tout simplement, à la différence
que lorsqu'on lance quelque chose, ben là, du coup, il y a des évaluations. Il y a une valeur de la SAS. Il faut déterminer, il faut faire une petite évaluation. Ensuite, il faut faire ce qu'on appelle un traité d'apport. Bon, il y a un coût, 300-400 euros. Et puis après, il faut nommer un commissaire aux apports qui va déterminer que la valeur est au moins égale à l'augmentation de capital de la société holding. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, mais bon, encore faut-il le faire. Antoine qui me pose une question: pour de l'immobilier en immeuble de rapport, vaut mieux une SCI ou une SAS comme dans votre exemple? Alors, de façon très concrète, généralement, je consacre plutôt la SAS comme étant une société d'exploitation. Et je mets juste à côté la société civile immobilière plutôt pour des biens immobiliers. Pourquoi? Bon, premièrement, parce qu'il y a un coût qui est moins important de fonctionnement de la société civile immobilière. Je vais toujours, excusez-moi, je parle toujours de Dougs, puisque c'est quand même ma boutique, enfin notre boutique avec les autres cofondateurs, de façon très concrète. On est à 29 euros par mois contre 69 pour une SAS. Donc déjà, le choix de la société civile immobilière me semble mieux approprié. Le second, c'est qu'au moins, il y a une façon de bien définir les choses, qui est qu'une SCI a un but purement immobilier, et donc c'est beaucoup plus facile, notamment pour les statuts. Quant à la SAS, oui, c'est possible qu'elle ait de l'immobilier, mais il ne faut surtout pas mettre votre exploitation avec de l'immobilier, parce que sinon ça dénature la totalité de la SAS et elle devient immobilière, et là tout devient hyper compliqué, avec des risques non seulement fiscaux mais d'un point de vue juridique également. Bruno, est-ce que ma SAS du Consulting Info peut devenir holding d'une SCI? Oui, tout à fait, Bruno. Et c'est ce que je conseille souvent, c'est que plutôt que de monter une holding telle qu'elle, c'est de transformer votre société. Alors, transformer, le mot n'est pas juste. C'est de compléter votre SASU d'un nouvel objet, souvent d'ailleurs qui est indirectement marqué, pour qu'elle soit elle-même holding et qu'elle puisse acquérir votre société civile immobilière. Alors, il y a un avantage, il y a un inconvénient. L'avantage, c'est que ça coûte moins cher, tout simplement. Il n'y a pas besoin de créer l'holding et il n'y a pas besoin de supporter les coûts de la holding. Il y a un inconvénient, c'est que si un jour vous voulez vendre votre SASU, vous serez obligé de vendre la société civile immobilière avec. Et le pire du pire, c'est que si un jour votre SASU part à la casse, eh bien votre société civile immobilière partira à la casse également. Alors que si vous aviez un montage de la holding, la SAS et la société civile immobilière, si la SAS disparaît, elle disparaît, et vous avez toujours votre holding et vous avez toujours votre société civile immobilière. Ça, c'est un petit point qu'il ne faut pas complètement négliger. Mais dans un premier temps, Bruno, moi je sais que personnellement, je suis assez favorable de ce genre de situation pour pouvoir le faire. Pourquoi ont-ils obligé de vendre en même temps? À cause des parts d'action. Oui, tout à fait. Bah, Bruno, si vous vendez, alors, soit votre SASU vend son activité complètement à part, c'est-à-dire elle vend pas ses actions, elle vend son fonds de commerce, dans ces cas-là, pas de souci. Par contre, si vous vendez votre société, eh bien, comme votre société, vous vendez, quand on vend une société, on vend la totalité de l'actif et du passif, et dans l'actif, vous avez les participations de votre société civile immobilière. Et dans ces cas-là, elle part avec. Ou sinon, vous, à titre personnel, vous êtes obligé de racheter les titres de la société civile immobilière. Et si ça fait 7 ans, 8 ans que vous l'avez déjà, ça risque de vous coûter très cher, et en droit d'enregistrement, et en termes financiers. Bruno, peut-on revendre des parts d'actions? Oui, tout à fait. Il n'y a aucun souci. On peut tout faire. Là-dessus, il n'y a aucun souci, mais à chaque fois, il y a un coût qui est attaché à ce genre de situation. Antoine, merci pour vos informations. Je ne possède pas de société, juste des SCI avec des immeubles de rapport, et je pensais créer une holding SAS. Cela est cohérent. Ça peut l'être, Antoine. Maintenant, c'est une question qui mérite, en tous les cas, débat. Tout dépend, à proprement parler, de votre stratégie. Est-ce que vous voulez faire de la transmission? Est-ce que vous voulez faire autre chose? Est-ce que vous voulez créer une activité parallèlement? Est-ce que vous voulez, par exemple, ça arrive de temps en temps, ça nous est arrivé notamment des personnes qui avaient quelques sociétés civiles immobilières qui voulaient partir à la retraite 4 ans avant, en pré-retraite. Vous savez que quand vous ne validez pas votre trimestre de retraite, ça devient par contre un petit peu pénible. Et n'hésitez pas du coup à prendre 6 000 euros à l'année dans la société holding, histoire de valider les trimestres de retraite et de leur permettre d'être peinards et de faire leurs affaires dans les sociétés civiles immobilières et d'arrêter de travailler. Ça, c'est tout à fait faisable. Gabriel, Antoine, plutôt la transmission future ou partir plutôt à la retraite? Bah ouais, voilà, c'est ça.
C'est exactement ça. Gabriel, bonjour. Pour de la location immobilière mixte nue meublée, voir un peu d'achat-vente, une filiale SS n'est pas plus adaptée qu'une SCI. Alors, de façon très concrète, ça fait beaucoup de choses à la fois et je vais vous expliquer pourquoi. Quand on parle de location immobilière, nue meublée, d'accord? Alors, la SCI peut être, dans ces cas-là, une société civile immobilière, un impôt sur le revenu quand il s'agit de nu. Quand c'est meublé, c'est nécessairement de l'IS. L'IS peut accepter aussi du nu, bien évidemment. Par contre, si on fait de l'achat-vente, ça ne peut pas être une SCI. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que, par définition, elle n'est pas faite pour. La SCI est faite pour acquérir, louer, de temps en temps vendre, parce que si vous achetez, eh ben, rien ne vous interdit de vendre, mais pas faire des allers-retours. Et dans ces cas-là, obligatoirement, il faut faire une SAS ou une SRL ou autre chose. Pourquoi? Parce que vous êtes tout simplement marchand de biens. Et dans cette qualité de marchand de biens, dans ces cas-là, vous pouvez mettre votre activité à l'intérieur. Maintenant, Gabriel, là encore une fois de plus, c'est pas que je veux survendre la société holding, mais si vous aviez une holding détenant une société de marchand de biens et à côté quelque chose qui soit plus lié à l'immobilier locatif, ça vous permettrait que si un jour votre société de marchand de biens ne fonctionne pas pour des raisons X ou Y, en plus il y a une qualité très spécifique d'un point de vue fiscal, eh bien vous pourrez l'arrêter et conserver au moins votre patrimoine immobilier à côté. Alors, il me semblait que la SCI Alière devait avoir une dominante en nu et Alicia une dominante en meublé. C'est tout à fait ça. Alors, la SCI Alière ne peut avoir que de la location nue, obligatoirement, et une société SCI Aliès peut avoir soit du meublé, soit du nu, il n'y a aucun souci. Baptiste, rénover des biens et les revendre tous les 3-4 ans, c'est l'achat-vente. Alors, oui et non. Alors, je m'explique. Si vous en faites qu'un, tous les 3-4 ans, en fait, ce qui compte, c'est l'intention au moment où on achète. C'est-à-dire que l'administration fiscale veille à ce genre de choses et a tendance à dire que si vous faites régulièrement des achats et que vous avez eu initialement l'idée de revendre au moment où vous avez acheté, dans ces cas-là, ils requalifient de marchand de biens et votre société civile immobilière que vous aviez montée à l'impôt sur le revenu avec votre résidence principale ou je ne sais quoi, tout ça, ça tombe à l'eau. Et donc là, tous les 3-4 ans, si vous en faites qu'un, il faudra que l'administration fiscale puisse prouver que vous aviez l'intention. Là, ça va être difficile pour elle. Voilà. Bon. Gabriel, déjà une holding SAS est une filiale en SARL, donc SAS filiale pour du patrimoine. Merci de votre réponse. Cela conforte mon choix. Moi, c'était simplement un constat. C'est super. Merci Gabriel de cette remarque. Est-ce que, alors, on n'a pas terminé, on va arriver. Eric, est-ce intéressant d'avoir son activité de business angel à travers une holding plutôt qu'en direct? Oui, oui, tout à fait. Alors, oui, j'ai oublié de préciser, Eric, et c'est une excellente remarque, il faut détenir au moins 5% pour avoir la qualité de régime société mère et fille, pouvoir bénéficier à la fois des remontées de dividendes qui ne sont pas taxées, mais je pense que dans votre activité de business angel, c'est pas toujours le cas. C'est rarement le cas d'ailleurs, la distribution de dividendes. C'est plutôt en général la plus-value. Et dans ces cas-là, c'est 2 ans pour pouvoir bénéficier de l'exonération totale, voire 3, s'il y a eu ce qu'on appelle un apport partiel d'actifs, mais bon, c'est un truc un peu plus complexe que cela. Donc oui, ça peut, voilà. Et dans ces cas-là, Eric, c'est typiquement le genre de choses où on remonte de l'argent, on en redispose. Et moi, je sais qu'il y a des gens qui ont eu des activités de Bitcoin, qui ont des activités de MLM, qui ont des activités notamment de traders, etc., qui mettent cet argent et qui profitent effectivement après de créer des sociétés civiles immobilières ou de créer des sociétés civiles de gestion et autre chose, justement pour bénéficier du meilleur des deux mondes. Eric, cela veut dire pas de revente de titres avant 36 mois ou 24 mois. Hein, là, il faut voir de la façon dont ça a été effectué, hein, Eric. Par contre, le petit avantage, effectivement, que vous avez à le faire en direct, c'est tout simplement la possibilité de pouvoir bénéficier d'une réduction d'impôt au titre de la souscription des PME, mais il faut que les personnes aient au moins 2 salariés. Enfin, tout est devenu très complexe en la matière. Et puis, pour avoir l'argent, par contre, vous payerez la flat tax de 30%. Alors que si vous l'avez dans le holding, vous laissez cet argent. Si vous n'avez pas besoin et que vous avez besoin de le conforter, eh bien, vous pourrez le réutiliser pour faire de l'immobilier ou faire autre chose, acheter des Porsche 993 ou autre chose. Enfin, pour ceux qui aiment les voitures, ils savent de quoi je veux parler. Bon, alors, et effectivement, Eric, ça sert plutôt pour investir.
Ça sert pas à faire la fiesta en discothèque et jouer au John Travolta, boire du champagne. On est tout à fait d'accord. Echa, est-ce que c'est possible de tenir sa résidence principale dans une SIIR que même détenue par une SAS-IS? Alors, c'est une question qui revient fréquemment. Je ne suis pas nécessairement favorable au montage de sociétés dans lesquelles on met sa résidence principale. Néanmoins, je l'ai fait plusieurs fois. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pu le faire. Soit parce que le couple n'était pas marié, n'était pas pacsé, qui ne voulait pas l'être, et quelque part, pour éviter que l'un vienne à décéder et que les héritiers foutent à la porte la personne survivante, on, on a pu faire des montages de sociétés civiles immobilières un peu sur revenu, avec des donations, démembrement de propriété, de telle façon que le couple, si l'un venait à décéder, le bien immobilier restait. Ça, c'était la première raison. La seconde, elle est purement financière. Parfois, les personnes se trouvent dans des situations où ils ont à peine, et vous avez bien vu, suffisamment d'argent pour pouvoir acheter des biens immobiliers. Le fait de le mettre à l'intérieur d'une société civile immobilière, y compris à l'impôt sur les sociétés, oblige les personnes à payer un loyer à la SCI, ce qui est tout à fait normal. Et comme je dis, c'est pas dramatique dans le sens où c'est un petit peu vous versez de loyer, mais à vous, hein, enfin indirectement via la société civile immobilière. C'est, moi j'ai un adage dedans, je dis un truc souvent, je dis quand je jette de l'argent par les fenêtres, il faut que ça tombe dans mon jardin. Et bien là, c'est typiquement cette situation qui est réalisable. Donc là, c'est possible, mais sous certaines conditions. Mais par contre, il y a un problème, un seul, c'est que si vous optez à l'impôt sur les sociétés ou si la société est détenue par une autre société et que vous faites une très grosse plus-value, celle-ci sera taxable, alors que si c'était votre résidence principale que vous aviez achetée en direct, elle n'aurait pas été taxée. Donc ça, il faut l'avoir. Et c'est pour ça que ça correspond plutôt aux personnes qui veulent acquérir un bien immobilier, l'avoir en résidence principale, il faut rester 5-6 ans, c'est la durée à peu près moyenne aujourd'hui dans laquelle on reste dans sa résidence principale, je crois 6-7 ans, quelque chose comme ça. Et après, vous pouvez très bien le louer. Et là, le schéma de la SCI vous aura permis effectivement la meilleure des solutions. Alors, juste avant la dernière partie, il y avait une petite question qui pouvait se poser. Est-ce qu'on fait une holding active ou passive? Ça dépend. L'holding active va vendre des prestations auprès de ses filiales et la holding passive ne va pas vendre de prestations. Voilà, c'est à peu près la seule chose à dire. C'est une question qu'on se pose à un moment donné. Ça peut avoir un avantage et ça peut avoir un inconvénient. Alors, dans tout ça, combien coûte une holding? Alors, je vous en ai parlé indirectement. Bon, une holding, ça coûte combien? Une holding, ça coûte le prix qui est différent d'un expert comptable à l'autre. Ça coûte le coût déjà de la constitution. Donc, si vous prenez une première formule, c'est-à-dire on crée tout de suite la holding, ça coûte 150 € plus 70 € de frais de greffe du tribunal de commerce, plus environ 250 € d'annonce légale, de parution dans le journal d'annonce légale. Si vous le faites avec le montage vers le haut, ça coûte plus cher. Pourquoi? Parce qu'il y a un traité d'apport, compte à peu près 300-400 €. Il faut compter le coût de la constitution de la société, donc la même chose que tout à l'heure, 150. Le coût, effectivement, du greffe du tribunal de commerce 70 et 250 € à peu près pour l'annonce légale. Et vous rajoutez le coût d'un commissaire aux apports pour pouvoir vérifier, comptez à peu près 400 €. Alors là, ce sont des prix purement doux, hein, qu'on soit tout à fait clair. Les prix après sont libres. Il n'y a rien qui est fixé par qui que ce soit. Voilà. Et pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec d'autres experts comptables, ils pourront faire la comparaison sans aucune difficulté. Donc, de façon très concrète, il y a un coût. Et puis après, il y a le coût d'exploitation, à proprement parler. Tous les mois, vous payerez une somme pour pouvoir établir un bilan, puisqu'il y a une obligation d'établissement de bilan et de comptes annuels. Chez nous, 69 €. Et en fin d'année, 100 € d'assemblée générale, ramené à 50 si le questionnaire a été rempli avant le mois qui suit la clôture de l'exercice. Voilà, c'est à peu près la seule chose que j'avais à dire sur le coût de la holding. Si, une petite chose, s'il y a la CFE, j'ai complètement oublié, contribution foncière des entreprises. L'avantage aussi de la holding, pour ceux qui vont faire cela chez eux, dans leur domicile, c'est aussi la possibilité de prendre 2-3 bricoles, une partie des frais de location ou une partie des frais d'électricité, etc., au sein de votre holding, au titre effectivement de sa domiciliation du siège social. Ça permet aussi de prendre des notes de frais pour aller de votre société holding vers une autre société si elle était distante géographiquement. Bref,
il y a des moyens en tous les cas pour trouver un certain confort fiscal à créer une société holding. Mais encore une fois de plus, il ne faut pas survendre la holding, il faut simplement effectivement la mettre au bon moment quand on en a besoin. Et ça, je pense que c'est un point qui est super important. Alors, voilà les questions, c'est ce que je vais vous demander. Comment ça se passe si l'holding et la SS sont domiciliés au même endroit? Ça se passe bien. Alors, on ne peut pas prendre 2 fois les mêmes frais, hein, ce n'est pas possible. Au niveau des charges, hein, là, il faut... Alors, vous pouvez bien évidemment dire que votre holding se trouve à un endroit, prendre une petite quote-part un peu supplémentaire, mais ça ne pourra jamais aller loin. Si vous prenez 300 € par exemple pour que votre SS soit domicilié chez vous, vous ne pourrez pas reprendre 300 € visiblement. Vous pourrez prendre 100 € par exemple, histoire effectivement de gérer la boîte aux lettres et faire 2-3 bricoles. Et donc, il faudra bien évidemment avoir un truc, mais de façon très concrète. Et après, il se peut aussi que votre holding accueille votre conjoint ou votre conjointe à l'intérieur comme salarié. Là, vous pouvez déclencher des systèmes d'épargne salariale. C'est une formation que je vais faire. Alors, je ne l'ai pas renoté, mais il va falloir que je refasse. Je l'ai noté jusqu'au 11 inclus, mais il va falloir que je renote pour dessus, puisque là, on est parti pour un peu de, non plus de confinement, mais de rester un peu chez soi quand même au niveau du télétravail. Et donc, c'est des choses auxquelles vous devez effectivement penser à pouvoir faire. Et donc, j'ai un webinaire qui est spécifique justement sur ces parties-là. D'autres questions? La holding et la SS peuvent-elles avoir des noms très proches? Oui, tout à fait. Là, ça fait... Après, essayez que ce soit pas tout à fait les mêmes, mais des groupes, par exemple, devant votre holding, ça vous permettra quand même au moins de savoir où vous-même vous en êtes de façon précise. Antoine, la holding, c'est une société, mais quelle forme juridique? Est-ce un holding ou plutôt une SCI en holding? Alors, SCI en holding, non, certainement pas. Ça peut être une société civile, tout court, d'accord? Le I pour immobilier, c'est une déclinaison de la société civile, d'accord? Donc, société civile, hein, on parle de société civile, gestion de portefeuille ou autre chose. Pourquoi pas? L'avantage, effectivement, d'avoir une société civile en holding, on n'a plus besoin de commissaire aux apports. Ça, c'est un avantage. On paye donc 400 ou 500 € de moins. Et donc, on n'est pas obligé non plus de déposer ses comptes auprès du Crédit Tribunal de commerce. Donc ça coûte un petit peu un chouïa moins cher aussi également. Par contre, il n'y a pas de protection comme une société holding. Donc franchement, il y a à boire et à manger. Si vous voulez vous distribuer des dividendes d'ACS, à mon avis, ce sera un peu mieux. Si vous voulez vous donner des salaires, la société civile, comme une SARL, sont parfaitement appropriées. Moi, j'aurais tendance à dire que j'ai tendance à préférer les sociétés commerciales de style SS ou SARL. Maintenant, j'ai fait des cas avec des sociétés civiles parce que ça s'imposait, entre parenthèses. Voilà, il faut vraiment, c'est du cas par cas. Bruno, quelle est la complexité de création d'un montage holding SASU SI? Est-ce qu'il y a besoin d'avocat fiscaliste? Non. Non, non. Est-ce que Dux peut tout supporter? Oui, oui, tout à fait. Enfin, peut tout apporter. Oui, simplement, complètement, on peut tout faire de A à Z. En fait, pour créer une société, en France, il n'y a pas besoin d'être avocat. On peut être avocat. Alors déjà, ce ne serait pas un avocat fiscaliste, ce serait plutôt un avocat en droit des sociétés, avec une composante de fiscalité, mais aujourd'hui au sein de Dux, nous maîtrisons la fiscalité, le droit des sociétés, la finance, absolument tout. On a des conseils juridiques, des conseils fiscalistes, etc. Et donc on sait absolument tout faire. Et donc un expert comptable ou un avocat ou un notaire peuvent faire les montages sans aucune difficulté. Type Dux Consulting et Dux Investissement. Exactement. Alors Dux, Eric, vous ne pourrez pas le prendre, je vous dis, puisque le nom est protégé, on a fait attention, mais oui, on est tout à fait d'accord. Vous pouvez tout à fait faire cela. On est tout à fait d'accord. Antoine, protection, c'est-à-dire? Alors, oui, Antoine, quand je parle de protection pour les sociétés commerciales, c'est que la société holding, qui est faite sous une forme commerciale de style SARL ou SAS, crée un environnement qui protège le patrimoine privé, c'est-à-dire qu'on les sépare complètement. Alors que quand on est en société civile, ça a de nom d'un point de vue protection que le nom, c'est tout. Parce que de façon très concrète, si la société civile venait à disparaître, c'est vous qui êtes responsable personnellement. Un peu comme quand vous montez une société civile immobilière, eh bien, c'est vous à titre personnel qui êtes responsable à l'intérieur, même si je sais que les banquiers vous font signer en plus une feuille de caution à titre personnel. Michel, du coup, montage holding SASU, SI, 3 fois plus cher à la création. Non, Michel, si vous venez de ma part, et si vous êtes sympa avec les commerciaux, on fera un effort.
je vous le garantis. Alors, je ferai un effort sur mes honoraires, hein, pas ceux du greffe du tribunal de commerce et pas ceux des journaux d'annonce légale, parce que c'est pas à moi que revient l'argent, qu'on soit tout à fait d'accord. Ok, bon, je vois que super. Eric, si on a cédé une affaire et payé les taxes, peut-on apporter le cash au sein d'une holding pour faire de nouvelles affaires? Alors oui, oui, tout à fait, Eric. Alors, ce qui aurait été bien, c'est de le faire avant, parce que vous auriez pu bénéficier, notamment si vous aviez apporté votre affaire dans une société et que vous auriez monté une société holding juste avant, vous aviez la possibilité, même en ne respectant pas les 3 ans, de pouvoir effectivement bénéficier de cette exo, à la condition cette fois-ci de réinvestir au moins la moitié de la plus-value dans la société. Ça, c'est un truc très spécifique, mais ça aurait été fait. Et quel impact en cas de succession? Si vous débrayez bien, Eric, ça fera 0, très exactement, de coup. Voilà, c'est aussi simple que ça. Gauthier, je dois créer ma holding de reprise. Voulez-vous être mon expert comptable? Pourquoi pas, Gauthier? Il faut savoir si on va répondre à toutes vos attentes. C'est pour ça, prenez contact avec notre équipe. On pourra soit vous aider à faire la partie juridique, on peut vous aider à tout faire également. La seule chose dont on va être sûr systématiquement, c'est de pouvoir répondre à vos attentes. Ça, c'est un des points que l'on fait, on préfère ne pas prendre si on n'est pas sûr de pouvoir accompagner. Ça, c'est un point majeur au sein de Doux, si on souhaite toujours être au top de la qualité. Donc, le mieux, passez un coup de téléphone ou envoyez un petit intercom. Il y a quelqu'un qui vous téléphonera. Si vous avez besoin d'un rendez-vous, n'hésitez pas. Hein, on est là pour vous aider. Eni, dans un montage holding, vous êtes super actif là aujourd'hui, c'est bien. Dans un montage holding SS, pour une prestation, la SS émet une facture au client final et le holding émet une facture à la SS. C'est bien cela? Oui, ça peut être cela. On est tout à fait d'accord. Mais on peut faire les choses de façon moins définie. Ça peut être une prestation globale de la holding vers la SAS et puis après, du cas particulier pour les clients, bien évidemment. Eric, même si je suis loupé sur le premier coup, loupé, je suppose, je peux donc transmettre ce gain sans droit de succession. Oui, vous le collez à l'intérieur de votre holding. Vous pouvez créer des comptes courants, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et après, vous allez démembrer ou donner des parts de votre société. Il y a de grosses astuces. Trouvez un bon notaire. Si vous n'en avez pas, je pourrais toujours vous donner quelques noms. Mais en tous les cas, ce qui est sûr et certain, il faut faire des choses très intelligemment. Hein, ça, c'est pas, surtout, c'est important. Est-ce que vous êtes basé à Lyon? Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez la possibilité d'avoir un conseil en physique? Non. Je suis désolé, c'est pas notre manière de travailler. C'est la raison pour laquelle on est aussi peu cher, d'ailleurs. Mais je peux vous garantir que c'est aussi tout le monde est égalité puisqu'on fonctionne tous maintenant. Mais le principe de Doux, c'est qu'actuellement, nous n'avons pas, on a un système. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne et la façon dont nous avons imaginé. C'est que nous ne sommes pas, enfin, on est présent physiquement, hein, tout se passe à Lyon. Enfin, pour les connaisseurs de Lyon, on est très exactement dans l'est de Lyon, pour être plus précis. Et de façon très concrète, en fait, quand vous avez une question, vous la posez naturellement par chat ou par téléphone. On a systématiquement ce qu'on appelle 1 ou 2 comptables de garde, et si la question peut être répondue sur le champ, on répond immédiatement. Quand les questions vont nécessiter une recherche, ou en tous les cas, la personne ne se sent pas capable de répondre, eh bien, on vous envoie un lien qu'on appelle calendrier, un peu comme une sorte de Doctolib ou autre chose. Vous notez effectivement votre question, vous avez vous choisissez l'heure, la date, et automatiquement la bonne personne va vous appeler. Parce que aujourd'hui, si vous voulez, le monde de l'expertise comptable fait que on est un peu comme des médecins. Il fut une époque, on pouvait être poète, écrivain, architecte et chirurgien. Aujourd'hui, si vous êtes chirurgien, vous êtes spécialisé dans la main ou vous êtes spécialisé dans le pied, mais vous faites pas les deux. L'expertise comptable, c'est devenu comme cela. Pourquoi? Parce que vous avez des questions qui peuvent être sociales, vous avez des questions qui peuvent être fiscales, vous avez des questions. Alors, on a toujours, nous, des gens qui sont généralistes, mais on a aussi des spécialistes dans chaque matière. Dans un mois, nous avons une très grande fiscaliste qui va nous rejoindre sur des questions ultra précises que Sarah et moi-même avions l'habitude de traiter. Mais comme on a de plus en plus de clients et qu'on veut toujours assurer la qualité, eh bien, on s'est adjoint la qualité d'une fiscaliste pur jus qui va nous aider effectivement pour toutes les questions fiscales. Donc voilà comment on fonctionne. Oui, 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 oui. L'expert comptable est devenu un métier conseil. Et c'est la raison pour laquelle Doux existe, puisque nos collaborateurs travaillent de moins en moins sur la comptabilité, puisque nous avons une équipe actuellement de 12 ingénieurs et on monte en puissance actuellement. Nous avons développé notre propre plateforme et aujourd'hui plus personne ne passe doter. Nous pensons en tout cas que la comptabilité qui génère des heures fastidieuses saisies ne doit plus exister sous cette forme-là.
nous nous sommes engagés, c'est la raison pour laquelle Dougs existe, et on pense que l'humain, c'est avant tout le conseil, parce que la machine, par contre, ne va pas remplacer l'humain dans le conseil. Ça, c'est notre vision, bien évidemment, des choses. Super, merci. Avant le 11 mai, on projette une holding si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Alors, non, de façon d'une autre, on est peinard. On a terminé notre saison des 31 décembre. On a déjà fait 3/4 des 31 mars. On est disponible, tout le monde travaille et je croise les doigts, personne n'a été malade. Et donc, ça, c'est sûr. Et quand l'archivage a valeur probante, Eni, ça, c'est une excellente question parce que tous les textes qu'on voit où on dit, où il y a des gens qui insistent en disant que c'est une valeur probante, c'est une valeur probante. Ça ne veut pas dire que c'est une valeur légale, ce qui est une chose différente. Et d'ailleurs, les gens qui font de la pub en disant que c'est la valeur légale, ils mentent. Parce que les textes, on les connaît, d'où notre valeur probante, on l'a également à travers les documents qui existent, mais on conseille toujours aux personnes de garder du papier parce que actuellement la loi est sortie pour le numérique, mais le décret d'application, ça fait 2 ans qu'on l'attend très exactement. Alors, est-ce qu'il arrivera un jour? Oui. Aujourd'hui, les contrôles fiscaux, d'ailleurs, ne demandent plus les papiers, mais qui sait? Et c'est pour ça on peut le voir. En tout cas, et il y a toujours pas de décret d'application et on attend. Est-ce que les professions libérales, je suis dentiste, c'est dans vos corps? Oui, oui, on fait les professions libérales avec ou sans aga, c'est pas un souci. Là encore, pareil, tchouk, vous allez vous renseigner et on y va directement. Mylène, aucun souci. Bon, écoutez, je voulais juste vous dire une chose avant que les autres questions arrivent. Ah, mais ça arrive. Lors d'une transmission de patrimoine en direct, les biens tombent dans le patrimoine des donataires. Ils en font ensuite ce qu'ils veulent. On est bien d'accord, rénovation vente. Quand on transmet son patrimoine via une holding, les donataires n'ont-ils pas les mains un peu plus liées? Oui, tout à fait. Parce que tout simplement, quand vous vous trouvez avec une donation en direct, en fait, vous pouvez faire péter tout. C'est ça le problème, puisque en France, nul n'est censé rester en indivision. Hein. C'est un texte qui date de Napoléon Ier, très exactement, qui prévoit que quelqu'un, il y a 4 donataires dans une indivision. Un, il dit, moi, ça suffit, je me barre. Eh bien, les autres sont obligés de racheter. Et c'est souvent la raison pour laquelle, effectivement, tout part en cacahuète. Alors que si on se trouve dans une société, et dans ces cas-là, les gens sont un peu plus protégés. Et la personne qui voudra partir devra d'abord passer, pas pourra vendre à l'extérieur dans l'absolu, mais devra d'abord passer par les personnes internes pour pouvoir vendre, et dans la réalité, personne de l'extérieur n'ira acheter. Donc oui, c'est un peu plus lié, mais si on veut conserver un certain patrimoine, c'est quand même quelque chose qui est assez sympathique en la matière. Mais là, c'est une question de philosophie avant tout. Hormis les dividendes auxquels ils ne touchent pas, ils peuvent prendre des décisions seuls sur ces biens. Et dans ces cas-là, quand on fait du démembrement, on revoit ses statuts et on accorde dans ces cas-là non pas le pouvoir de décision d'assemblée par au nu propriétaire, mais on donne à l'usufruitier. Bon, il y a quand même 2-3 bricoles qu'il faut faire au passage, il faut le savoir. Est-ce qu'il y a une limite de chiffre d'affaires? Non, absolument pas. Vous conseillez sur les RC et protection à vous des partenaires tels que la banque et le Conto. Oui, on est en train, justement, Eric, on est en train de voir avec une compagnie d'assurance qui possède une philosophie de vie qui est proche, hein, parce que beaucoup avaient des philosophies un peu différentes des nôtres, et actuellement, on est en train de réfléchir justement à terme d'avoir cette liberté. Alors, ce ne sera pas nous qui serons en assurance, mais quelqu'un qui voudra, check, il fera. Mais d'ici là, si vous avez besoin, Eric, vous pouvez le faire. Arkea, non, je ne pense pas que ce soit eux. Enfin, quoi que, si je dis des bêtises, oui, je crois que c'est Arkea. Et je crois que c'est en tout cas quelque chose. Et si vous voulez quelque chose, n'hésitez pas. Envoyez un petit mot, dites, tiens, j'aimerais bien que Patrick réponde à cette question, et j'hésiterai pas à vous le redonner. Et je crois que c'est bien eux. Moi, j'ai rencontré le dirigeant, et j'avoue que j'ai perdu son nom, mais je crois que c'est bien Arkea, il n'y a pas de doute. Eh ben, écoutez, d'accord, je comprends. Mais alors, dans le cas de votre premier client dans la deuxième et sa troisième génération, oui. Eh ben non, ils sont pas beaucoup de frères et sœurs. Et ça a été le fruit du hasard. Ils ont eu que le grand-père n'a eu qu'un seul enfant, et après le père a eu que 2 enfants. Et l'un des fils, le frère donc de mon client, à un moment donné a voulu partir, et lui a racheté ses parts, très exactement. Et ça peut pas marcher, on est tout à fait d'accord. Mais en contrepartie, je connais une très grande société qui le fait. Je vais vous citer quelques noms, vous allez tous les reconnaître, et qui sont exactement dans cette situation. Auchan, hein, je crois que c'est les frères Muliez, très exactement. Voilà, Baptiste, on est bien, on est tout à fait d'accord. Et puis il y en a une autre aussi, KPMG. Je suis un ancien directeur associé de KPMG. Il y a longtemps que j'ai été directeur associé chez KPMG, pendant 13 ans, 14 ans très exactement. Et donc de façon très concrète, eux fonctionnent encore avec ce système-là. C'est une famille, la famille
d'origine qui avait créé la KPMG et qui reste donc très exactement 90 ans après, à hauteur toujours, je crois, de 20% de mémoire, et ils sont restés à l'intérieur. Donc on voit qu'il y a des situations qui se font. Bon, en tout cas, vous avez été super actif, moi j'adore. Hein. Personnellement, je pourrais rester en tous les cas des heures totales. En tout cas, juste un petit mot pour vous dire que premièrement, on fait des webinaires tous les jours. Alors demain, je me suis accordé une pause. Pourquoi? Parce que semaine prochaine, je débute aussi avec de nouveaux webinaires. Faut que je les prépare également. Je les ai annoncés jusqu'au 11, mais dans la réalité, nous allons continuer tous les jours d'en faire d'autres. Et d'ici là, je vous souhaite deux choses. Le premier, c'est que vous communiquiez sur Dux un maximum pour qu'il y ait le maximum de personnes à nos webinaires. Je pense que quelque part, on essaye en tous les cas d'essayer de donner service à peu près à tout le monde. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Et puis, je vous dis à très bientôt.